les découvreurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Cédric Tassan, aventurier dans l'âme, et que je vais laisser se présenter. Bonjour Cédric. Bonjour, merci d'être là. Voilà, je suis Cédric Tassan. Et oui, aventurier, en effet, aventurier à VTT. Alors, aventurier à VTT, ça me donne la parfaite transition. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre démarche, nous expliquer un peu tout ça? Alors en fait, bon, j'ai un cheminement, on va dire, à la fois personnel et professionnel qui vient de loin. Moi, j'ai 45 ans, hein, je suis marié, deux enfants. Et il faut se remettre un peu peut-être dans le contexte un peu historique des choses, si je peux me permettre de faire une ouverture dans ce sens-là, pour expliquer pourquoi, en fait, j'en suis là aujourd'hui. En fait, moi, là-bas, je suis un ingénieur en sciences et génie des matériaux, un ingénieur qui a erré, on va dire, sans pouvoir trouver de job, on va dire, à la hauteur de son diplôme, c'est-à-dire que j'ai jamais pu travailler en tant qu'ingénieur. Et en fait, rapidement, je me suis réorienté, j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle les éditions Vetopo, qui existe toujours et que je gère toujours d'ailleurs, et qui fait des topo guides VTT, d'escalade, de vélo de route. Et en fait, il faut s'imaginer, quand on démarre une société, on a besoin de se faire connaître et de faire de la communication. Donc je me suis mis à faire de la photo, de la vidéo, à me connecter sur les réseaux sociaux. Donc il faut imaginer au début, notamment avec les débuts de Facebook, et puis avec Instagram. Et puis petit à petit, ça m'a amené à bouger, à faire de la photo à travers la France, et puis à commencer aussi à découvrir un peu l'Europe, à faire de la vidéo. Et puis des marques sont venues travailler avec moi puisque j'avais certaines compétences. Et puis voilà, en fait, cette espèce de boule s'est mise un peu à tourner, à dévaler cette pente de plus en plus. Et j'en suis venu à aller de plus en plus loin et à avoir des aventures très personnelles avec des voyages à travers le monde. Et par rapport à ces voyages, comment se fait le choix d'un périple, en fait, tout simplement? Alors, le choix d'un périple, moi j'avoue que aujourd'hui, par exemple, typiquement, j'ai un profil sur Google Maps et en fait j'ai énormément de pins, hein, en fait, donc de points d'intérêt sur Google Maps de partout dans le monde, enfin du moins les endroits qui m'intéressent Donc c'est et pas que je... fini, hein. Non, c'est pas terminé. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai une sélection, on va dire prioritaire, qui dépend en fait de l'engagement de ces aventures et de l'engagement à la fois psychologique, physique, technique, qui aujourd'hui sera ma portée parce que physiquement je suis en forme, j'ai 45 ans, je peux faire ça encore peut-être pendant 10 ans, mais dans 10 ans il y a des choses que je ne pourrai plus faire ou que je ne voudrais plus faire. Et donc dans ce moment-là, peut-être que j'irai vers des choses euh, un peu moins, qui seront un peu moins engageantes, voilà, un peu moins engagées sur le plan personnel. Donc ce qui fait, voilà, ça c'est la priorité en fait, comment elle se détermine. Et après, bon, moi j'aime les paysages de montagne, j'aime les endroits voilà, assez reculés. Voilà, j'aime bien les arbres, mais typiquement, j'aime pas rouler par exemple dans la forêt en permanence, parce que moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin d'avoir de la vue. Donc il me faut des grands espaces. Donc ce qui détermine déjà pas mal de pays dans lesquels je veux aller et d'autres dans lesquels je ne veux pas aller, quoi. Alors pour ceux qui vous connaissent pas, hein, je dépeins un peu schématiquement ce que vous pouvez faire, c'est qu'on connaît tous le VTT de montagne où bon, généralement on va dévaler le dénivelé, hein, on va de Oui. haut vers le bas, donc c'est sportif et un peu casse-cou. Cédric lui a décidé de faire ça un peu différemment, c'est que ça monte ou que ça descende, que ce soit escarpé ou non, on passe un peu partout, donc tout ça à VTT, effectivement, il y a une vraie performance sportive derrière ce que vous faites, quoi. Oui, après, voilà, en fait, il faut se remettre toujours dans l'histoire en fait de la pratique. Le VTT, en effet, hein, bon, c'est vélo tout-terrain en France, mais c'est mountain bike en anglais, donc le vélo de montagne. Donc déjà, une fois qu'on a posé ces deux termes, on se dit, bon, ben, finalement, en fait, en effet, c'est pas un vélo de ville ni un vélo de route, c'est un vélo qui a été fait pour arpenter les montagnes ou les collines. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième, pour moi, je pars du principe que les limites sont uniquement celles qu'on peut avoir en descente, c'est-à-dire si on commence à être trop à côté du vélo, c'est-à-dire à faire de la marche, à ce moment-là, il n'y a plus d'intérêt d'être à VTT, autant être uniquement à pied, c'est pas la peine de transporter un boulet. Par contre, je m'autorise par contre du coup l'inverse, c'est-à-dire qu'en montée, pour moi, il n'y a pas de limite. S'il faut porter le vélo pendant une journée, je porte le vélo pendant une journée à la montée, enfin, même si c'est difficile, mais pour moi, c'est pas un souci dans la mesure où derrière, je vais pouvoir me faire plaisir, en descente, je veux dire. Donc, quelque part, oui, ça défie un peu certaines règles, mais pour moi, ça reste du vrai VTT de montagne, quoi.
Vous parlez de porter votre vélo pendant une journée. Ça vous est déjà arrivé concrètement de porter votre vélo sur votre dos pendant une journée? Ah bah typiquement au Kirghizistan, oui, 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 il y a eu une journée où je l'ai porté ouais, du début jusqu'à la fin. On va dire que la première heure, j'ai pu pédaler, puis rapidement, je me suis mis à porter. Ouais, tout à fait, ouais. Donc ça arrive. Après, c'est une espèce de, comment dirais-je, bon, c'est une habitude, hein, c'est une habitude. Certes, c'est du poids assez lourd. Bon, on est moins rapide, c'est évident. On prend plus le temps, mais bon, une fois que le vélo est calé sur le dos et puis qu'on a passé entre guillemets le seuil un peu de douleur des premières 30 minutes, après, bon, bah, ça va quoi. Voilà. Ah, c'est au bout de 30 minutes, moi j'aurais dit au bout de, de quelques minutes déjà. Parce que finalement, c'est fait pour rouler en vélo, mais. C'est ça. Non, mais totalement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter leur vélo. Mais d'abord, c'est très ingrat, c'est difficile. Les vélos, bah, ils font, ça dépend des machines, mais là, pour des vélos de montagne, c'est vite entre 13, enfin 15 kilos. Moi, le mien fait plutôt 15 que 13. Donc, c'est vrai que, voilà, sans compter, on va dire, la bagagerie qu'on pourrait avoir autour, mais il faut déjà imaginer avoir 15 kilos sur les épaules, c'est déjà, on va dire, un poids certain. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il y a des descentes, voilà, qui sont accessibles uniquement qu'avec cette difficulté, quoi. C'est-à-dire qu'avec un portage qui peut être très long. Et donc après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Si on a envie de faire cette belle descente et profiter de ce sentier, ben, c'est malheureusement le prix à payer. Si on n'a pas envie, rien n'empêche de prendre un chemin de traverse et de faire complètement autre chose. Voilà. Donc, mais ça, on va dire, c'est un choix qui est déterminé par ce qui va se passer ensuite, quoi. Alors, du coup, là, on imagine de mieux en mieux l'aspect sportif de l'expérience, hein. Donc, je rappelle à tout le monde, le seuil de douleur quand on porte son vélo, c'est au bout de 30 minutes. Avant, tout va bien. Donc, Alors, je vais, pour info, des fois, j'ai une très mauvaise mémoire temporelle. Donc, peut-être que 30 minutes, c'est peut-être 5, comme ça peut être 45. Ce sera la surprise. Oui, oui, L'utilisateur verra bien. et voyant un peu vos contenus, je pense qu'on est plus sur l'heure de portage que 10 Oui. minutes quand vous pensez à 30 minutes. Mais du coup, la question qui me vient, c'est est-ce que vous préparez, tant d'un point de vue sportif et même peut-être avec une équipe autour? Enfin, je sais que tout ce qui est exploit nautique, d'exploration, il y a souvent une équipe autour. Donc, comment ça se passe? Alors, non, moi, j'ai pas d'équipe. Je suis quelqu'un d'assez spontané. C'est-à-dire que, alors, ça c'est valable aujourd'hui, ça peut changer dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, bien entendu. Je ne peux pas me projeter sur ce que sera l'avenir. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas spécialement d'équipe, si ce n'est que, on va dire, ma famille qui est avec moi dans l'échange, etc. Donc ça fait avancer forcément l'organisation, quoi. Mais globalement, je prends mes décisions en termes d'itinéraire seul, selon tout un tas de recherches que j'ai pu faire et donc les priorités dont j'ai parlé. Et ensuite, derrière, ça s'organise, des fois avec des locaux quand j'ai besoin de certains supports sur place. Ça peut être de la logistique, ça peut être aussi de la photo, de la vidéo, tout dépend, voilà, ce dont j'ai réellement besoin. Mais globalement, c'est plutôt quelque chose d'assez solitaire, de, de A jusqu'à Z, même si maintenant j'essaie de m'entourer d'une équipe, surtout en post-production, c'est-à-dire après coup, puisque l'idée c'est de faire du documentaire. Et voilà, j'essaie de m'entourer de gens sur place dans ma région qui me permettent de prendre le relais quand moi j'ai plus le temps de le faire en termes de montage, de mixage son, etc. ou d'enregistrement studio par exemple. Et niveau sportif, là, c'est plus entre guillemets l'habitude et la fréquence des périples qui vous tient en forme ou... Bah, en fait c'est un peu ça. Alors en ce moment c'est ça parce que typiquement là je rentre du Kazakhstan euh, et, euh, et je m'étais en fait j'ai fait de la longue distance pour en reparler peut-être dans un prochain podcast mais je m'étais dit qu'il fallait impérativement que je m'entraîne sur la longue distance parce que moi j'en fais pas, je fais plutôt des distances courtes, escarpées comme on a pu le dire avant. Alors Mais attendez, pardon, là du coup, juste pour préciser, distance courte, pourquoi pour vous c'est quoi bah non, mais distance courte, c'est une sortie, on va dire, classique dans les 25 à 35 km. C'est-à-dire que c'est des distances qui sont montées, enfin des sorties courtes de VTT, donc que tout VTTiste
qui habite dans des régions escarpées comprendra. C'est-à-dire, en gros, c'est des sorties à la demi-journée qui font jusqu'à 1200-1300 mètres de dénivelé, j'en sais rien. Voilà, ce sont des choses assez classiques, assez standards. Mais typiquement au Kazakhstan, je m'engageais sur un vélo chargé, donc avec de l'eau, de la nourriture, etc., et de l'équipement, donc ça fait à peu près 30 kilos, et je partais pour des journées entre 80 et j'ai fait jusqu'à 130 km, on va dire en tout terrain. Ce qui est important quand vous n'avez pas l'habitude de, entre guillemets, de faire autant d'heures sur la selle, quoi. Autant je peux porter des heures, mon vélo, ça vous l'avez compris, autant je passe pas forcément 10 heures, on va dire, assis sur une selle. Bon, voilà, c'est ce que j'ai dû faire au Kazakhstan, par exemple. Voilà. Et là, pour vous préparer concrètement à ça, vous avez fait des sorties longues. Bah, justement, c'était là-dessus que je voulais m'attarder. En fait, je m'étais dit il faut impérativement. Et en fait, un, j'ai pas eu le temps. Deux, je me suis blessé pas méchamment, mais ce qui m'a handicapé une bonne partie pendant plusieurs semaines. Et après, ce qui se passe, c'est quand j'arrive très proche des dates de départ, en fait, je prends plus de risques, c'est-à-dire que j'évite la chute. Et à ce moment-là, on va dire 15 jours avant, je fais plus rien, quoi. C'est-à-dire que voilà, je fais des choses tranquilles, mais je fais plus de VTT ou de longues sorties pour aller éventuellement à la blessure, enfin pour éviter la blessure. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de m'entraîner. Donc pour revenir à votre question, voilà, en effet, est-ce que c'est l'enchaînement des trips qui vous maintiennent en forme? Pour l'instant, oui, voilà, concrètement. Après, bon, je pratique le vélo régulièrement, bien entendu, tout le temps, toute l'année. Mais voilà, j'aimerais avoir plus de temps pour m'entraîner un peu plus. Ouais. Après, c'est peut-être mieux comme ça, vous allez finir sur la Lune, là, si vous, si vous poussez la prépa un peu trop loin. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous me parlez justement de cette période où le trip, le défi s'approche. Euh, Comment vous gérez? Est-ce qu'il n'y a pas une petite appréhension? Et alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein, mais cette petite voix qui peut résonner en chacun de nous de reculer devant le défi qui s'approche, est-ce que ça vous est arrivé? Et si oui, comment vous gérez? Alors, juste en général, en amont, non, j'ai aucune petite voix qui me dit de faire machine arrière, etc. Je suis vraiment dans l'excitation du départ et dans la concentration, parce que c'est un moment où il faut être très concentré, ne rien oublier, penser à tout, etc. Donc, quelque part, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, enfin, le cerveau n'a pas le temps de cogiter. Par contre, et ça me le fait à chaque fois, euh, c'est les premières 24 heures. Sur place, j'entends. Voilà. Qu'est-ce que je fous là? Ouais, alors ça, mais totalement, c'est totalement ça. Et aussi bien au Kirghizistan, j'ai eu cette. D'ailleurs, mon film démarre comme ça. Je suis en train il faut imaginer que ce sont des pays que je ne connais pas, une langue que je ne connais pas. J'ai pu me documenter uniquement en images aériennes, en cherchant quelques infos par-ci par-là, mais ce sont des pays sur lesquels il y a pas d'informations, et du moins pas d'informations en rapport avec le VTT. Voilà, parce qu'il faut toujours se dire, faut toujours se remettre là-dedans. Parce que quand on est à pied, on passe de partout, mais en vélo, c'est pas tout à fait la même façon, la même problématique. Quand j'arrive dans cette vallée au Kirghizistan et que j'ai mon chauffeur qui m'avait pris à l'aéroport et qui m'a emmené au fin fond après 4 heures de 4x4 dans cette vallée, bah, en fait, je me suis retrouvé à me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai vu des flancs hyper escarpés, avec pas de sentier, rien du tout. J'avais peut-être 1500 mètres de dénivelé au-dessus de ma tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Tu ne pourras pas faire un run de vélo. Donc j'ai eu cette sensation-là et je l'ai re-eu encore au Kazakhstan. Au Kazakhstan, j'ai eu la même chose en fait quand je suis arrivé à l'aéroport. Pareil, mon chauffeur qui m'a emmené, parce que je voulais faire une traversée du désert du Mangistau, d'ouest en est, il m'a Combien de emmené au kilomètres ça représente ça? 630 km dans le désert, Parfait. en 8 jours. Sortie classique du dimanche en Voilà, famille. sortie classique du dimanche. Et en fait, quand il m'a emmené au bout de ce désert, donc puisque je voulais faire cette traversée d'ouest en est, donc au bord de la mer Caspienne, on a dû faire, je sais pas, 2 heures et demie ou 3 heures de route, je sais pas, depuis l'aéroport. En fait, l'aéroport, il est vraiment planté dans le désert. Vous n'avez rien autour. La ville est un peu plus loin. Donc, quand vous sortez, c'est le désert plat. Et vous tracez plein nord comme ça pendant 2 heures, d'abord sur une route, et puis après sur des séries de pistes poussiéreuses. Et vous allez au bout, et là, on vous dépose, et le gars s'en va. Je fais le raccourci, mais en gros, voilà comment ça se passe. Et quand le gars s'en va, vous vous retrouvez tout seul, le néant, le vide. La moindre ville est à 80, voire 100 km. Et là, honnêtement, ouais, là, il y a forcément, c'est qu'est-ce que je fous là? Hmm. Alors là, par Et contre, j'imagine que votre question, ça va être comment gérer ça.
C'est ça, et qu'est-ce qui vous permet peut-être de vous recentrer sur l'objectif, quoi, de vous canaliser quasiment. Et ben c'est en fait, sont les choses immédiates qui sont à faire. C'est-à-dire typiquement au Kyrgyzstan, il fallait qu'on trouve un endroit fallait qu'on trouve l'endroit où je devais dormir, donc on s'est recentré là-dessus. Une fois qu'on l'a trouvé, il fallait se recentrer sur le montage du vélo. Donc en fait, on occupe l'esprit à ce niveau-là. Et au Kazakhstan, ça a été un petit peu différent. Ça a été plutôt de se recentrer sur où est-ce que j'allais dormir, parce que là, je dormais dehors en bivouac. Donc où est-ce que je dors, voilà. Donc c'était plutôt dans ce sens-là, en essayant de se recentrer sur une mission très simple. Euh, et la première mission à laquelle il faut penser, puis ensuite derrière, il faut que la routine se mette en place, quoi. Voilà. Mais bon, honnêtement, le doute se dissipe assez rapidement quand on reste concentré sur ces objectifs assez précis et immédiats, quoi. Là, ce qui est super intéressant comme enseignement, bon, évidemment pour votre démarche, mais en règle générale, c'est que l'action tue l'émotion. Vous parliez de la Mm. préparation où effectivement il faut rien oublier, on reste concentré, donc on n'a pas le temps de gamberger globalement. Et là, pareil, une fois arrivé sur site et la ligne de départ, ce qui va justement tuer cette émotion, ce vertige de la solitude devant l'immensité, c'est finalement se concentrer sur des tâches simples et nécessaires d'ailleurs. Voilà, comme si ça vous ramenait un peu sur Terre, quoi. En fait, voilà, ça c'est un des premiers éléments. Et le deuxième qui, lui, vient du fruit de l'expérience, c'est que il faut jamais regarder trop loin. Mais ça, c'est valable dans la vie aussi quotidienne, tout le temps. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai, comment dirais-je, intégré déjà à mon fonctionnement. Et je vous donne un exemple. Bon, alors peut-être que ça ne vous parle pas, mais je ne sais pas, si je vous mets euh, au pied du Mont Blanc à Chamonix, Chamonix c'est 1000 mètres, Mont Blanc est à 4008. Si vous regardez en l'air, je vous dis, ben voilà, il va falloir monter là-haut. Il vous reste 3800 mètres de dénivelé. Franchement, ça vous donne le vertige. Presque vous dites, mais jamais je pourrais aller là-haut. Oui, c'est trop d'un coup, ouais. C'est trop d'un coup. Et ça, c'est valable aussi sur, on va dire, en VTT. Quand vous regardez, typiquement dans le désert, moi, des fois, je voyais pas le bout de mon itinéraire. C'est-à-dire qu'en gros, il faut s'imaginer que, bon, j'ai pas étudié ces notions-là, mais moi, j'ai l'impression qu'au-delà sur du plat, hein, sur des horizons plats, au-delà de, je sais pas, de 25 ou 30 kilomètres de distance, j'ai l'impression qu'en fait, on voit plus, enfin, si le relief n'est pas très haut, j'entends, on voit pas la suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la rotondité de la Terre fait que, au bout d'un moment, ça disparaît, quoi. Voilà. Ouais, Donc c'est ça, l'ordre de c'est une. grandeur que j'avais en tête pour l'horizon, ouais, une trentaine de bornes, il me semble. Voilà, hein, je sais pas. Voilà, non, ça, c'était purement ce que j'ai pu constater au Kazakhstan. Et typiquement, quand on regarde, on se dit, oulala, mais il faut que j'aille là-bas. Et moi, je fais aussi beaucoup de trekking avec ma femme à pied, et on a le même, c'est encore pire parce que là, on n'avance pas, on est à 4-5 km/h. Et là, les distances, c'est pareil, on voit le village d'après, il est à, je sais pas, 12 km à vol d'oiseau. On dit, pff. Et en fait, bah, simplement, on regarde ses pieds, on regarde ses manivelles de vélo, et puis on laisse le cerveau divaguer un peu, et on avance, et puis au bout de 2 heures, on lève la tête, et on se dit, bah, tiens, je suis déjà là. Voilà. Donc petit à petit, en fait, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça fonctionne, quoi. Voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut impérativement se raccrocher et intégrer, parce que voir trop loin, c'est en effet, c'est voir le vide, quoi. Et le vide, ça c'est terrible. Oui, il faut déconstruire son objectif, Ah oui, l'envisager avec des étapes, quoi. complètement. Complètement. En fait, il faut le rendre, sur un projet qui est inhumain, il faut le rendre à taille humaine. Je veux dire, c'est comme quand il y a des constructions pharaoniques qui sont faites, si les gars imaginent déjà voilà, tout ce qu'il va falloir faire, ben non, bah déjà faisons les fondations, amenons les matériaux, commençons à construire le premier étage, et puis on verra bien dans 2 ans où est-ce qu'on en sera. Et on aura terminé. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Oui, il y a une phrase de Bill Gates, alors je ne sais pas s'il l'a récupérée de quelqu'un d'autre, mais que j'aime beaucoup, qui dit en substance qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut accomplir en 10 ans. Eh Et oui. on est un peu là-dedans, c'est qu'on a tendance à tout de suite se projeter sur des objectifs long terme. Bon, donc c'est important, il faut avoir une vision, hein. Mais c'est vrai qu'on peut plus vite s'essouffler quand on va plutôt procéder par étapes. Et il y a effectivement cet effet boule de neige psychologique
où Mhm. voilà, on avale les kilomètres, on coche les cases des étapes parcourues et on a l'impression qu'on progresse, qu'on est de plus en plus fort, de plus en plus rapide, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais moi j'aime beaucoup, moi qui fais des études scientifiques, j'aime beaucoup le terme mathématique de proche en proche. Alors il me sert plus à grand chose maintenant, mais, Un mais peu quand voilà, même, du coup. mais ouais, mais complètement. Mais j'aime bien ce terme de proche en proche parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on se construit de proche en proche, d'objectif en objectif, mais petit à petit, voilà, sans forcément avoir cette vision trop lointaine. Et par rapport au fait d'en profiter finalement, parce que on parlait tout à l'heure de tout l'aspect sportif de l'effort. Je suppose qu'il y a un peu de danger aussi au-delà même de la chute en Mhm. vélo, ou tout l'aspect fatigue accumulée. Comment vous faites pour garder votre lucidité, pour en profiter, et j'extrapolerais même dans la vie en règle générale. Parce que vous voyez, parfois on a tendance à être sur un objectif, il y a de l'effort, il y a de la souffrance, de la frustration, et on en oublie de savourer le chemin qui est en train d'être parcouru. Concrètement, concrètement, moi je profite réellement des choses après coup. C'est-à-dire que, et c'est pas tant un problème on va dire, d'effort et d'être dans le dur, on va dire, c'est surtout un problème de concentration. Je m'explique, là faut un peu creuser la chose. Ce genre d'aventure, ce qu'il faut se dire, c'est que, je vais dire une bêtise, mais ce que je peux faire moi, un gars comme Mike Horn, par exemple, dira, voilà, mais Cédric, moi je l'aurais fait en 2 heures, ce que tu as fait en 2 semaines, et puis d'autres ne le feront jamais. Donc déjà, on construit une aventure à la hauteur de ses compétences, et voilà, de ses compétences physiques, etc. Bon, ça c'est le premier point. Mais ce qui est important de dire on va dire à ce niveau-là, c'est que profiter réellement d'un projet à l'instant T, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut que le plaisir prenne le dessus de la concentration. Et ça, c'est ultra dangereux en fait. C'est ultra dangereux parce que c'est des moments où en fait on se déconnecte, on se relâche, et c'est là où l'incident, je ne parle pas forcément d'accident, mais l'incident peut arriver. Et sur ces genres d'aventures, en fait, moi typiquement, je suis ultra concentré parce que en fait, tous les gestes que l'on peut faire, en fonction de s'ils sont bien faits ou mal faits, ça aura une incidence très forte sur la suite de l'aventure. Hmm. Je te donne un exemple, je sais pas, moi, vous n'êtes pas concentré, vous fermez votre veste en plein vent, vous cassez le zip, par exemple, c'est la catastrophe. Pareil, un duvet qui est mal refermé, vous cassez une fermeture éclair pareil sur un duvet, vous posez mal votre vélo parce que vous êtes excité, vous mettez sur ouais, je sais pas, vous posez pas correctement, il glisse, le dérailleur vient à être endommagé, voilà, ça devient compliqué. Tout ça sont des choses qui peuvent arriver quand vous n'êtes pas concentré. En plus de ça, moi je double, on va dire, mon effort physique d'un effort, on va dire, psychologique et même aussi physique, puisque je fais tout ce qui est prise de vue de mon côté, photo et vidéo de mon côté. Donc ça demande, pareil, je manipule des appareils qui sont, entre guillemets, fragiles, hein, comme un drone, etc. Donc ça veut dire qu'il faut manipuler, faire attention, où est-ce que je vais faire voler, le vent, pas le vent, voilà, enfin, le faire atterrir, le faire décoller. Donc tout ça sont des choses, même le matériel photo et vidéo annexe. Voilà, donc ça c'est des choses, si vous ne restez pas concentré, vous risquez l'incident. Donc on en profite clairement moins. Alors il y a des moments de lucidité, on arrive à avoir cette espèce de jouissance sur un passage, sur une section, mais il faut tout de suite rester concentré pour éviter l'incident ou l'accident. Et ensuite, honnêtement, j'en profite vraiment quand je rentre et quand je commence à regarder les photos, à les retoucher, à travailler sur le documentaire, ou à voir le documentaire, et là je me dis waouh. Voilà, là, typiquement, mon documentaire Sarry Mogol sur le Kyrgyzstan, à chaque fois que je le vois, et ça fait je l'ai dû le voir déjà énormément de fois pour le montage, et puis là je l'ai vu plusieurs fois déjà sur grand écran au cinéma. Et moi j'ai toujours les poils qui se hérissent quand je vois certains moments, certains passages. Donc voilà, je revis en fait les choses aussi un peu par procuration, quoi. Oui, c'est drôle, vous les vivez a posteriori, en fin de Oui, compte. globalement oui, c'est-à-dire quand je rentre, moi je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer. Et puis d'ailleurs, j'ai le travail qui me rattrape, il y a énormément de choses, donc j'ai pas forcément le temps de, on va dire, entre guillemets, de savourer. Mais après coup, voilà, ça vient se remettre dans le temps, ça se distille, et ça c'est vraiment intéressant, parce que du coup, on en bénéficie pendant très longtemps. Voilà.
ce côté-là, côté plaisir, on va dire. Hmm. Et alors, j'ai compris que vous étiez concentré pendant vos périples, mais est-ce que vous appréciez l'effort ou finalement vous en rendez même pas compte là aussi à la faveur de cette concentration? Non, 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 il y a quand même il y a une appréciation qui est globale. C'est-à-dire que j'apprécie l'effort, j'apprécie les rencontres, j'apprécie le cadre, j'apprécie aussi le fait d'être sur mon vélo. Donc tout ça, ce sont des choses qui existent, enfin oui, qui me sont réelles quand je suis sur place. Par contre, voilà, il y a un niveau, on va dire, d'excitation que je ne dépasse pas. Voilà, tout simplement. Pour justement éviter en fait le côté euphorique et le côté déconnexion, tout simplement. Voilà. Oui, alors on parle souvent Alors, je pratique les sports de combat où je sais que dans certains arts, tout ce qui est instrument de musique, on va parler de flow aussi. C'est cette Mm, phase où on est vraiment où on est dans cette sorte d'harmonie de ce qu'on fait, on se voit un peu le faire, mais en même temps on est hyper concentré. Et il y a aussi cette forme d'enthousiasme en fait qui fait qu'au niveau performance, en fait, on se sublime, quoi. C'est un peu dans cet état que vous pensez être à exactement, ces moments-là? exactement, exactement. C'est-à-dire, il faut, moi je pense qu'il faut pas trop être dans le dur non plus. Pour ça qu'il faut bien, on va dire, paramétrer ses aventures en fonction aussi Des de capacités, qui oui, on c'est ce que est, vous ouais, de disiez. ses Ouais, ouais. capacités, voilà. Et c'est pour ça que je suis pas dans les chiffres, ni dans enfin, ni dans la performance en disant voilà, j'ai fait ça, et puis personne ne le fera, etc. Ou alors, bon voilà. Moi voilà, je fais des aventures qui sont taillées on va dire, par rapport à mes épaules. Mais, c'est aussi pour ça en fait que ça me permet d'apprécier quand même sur le terrain sans être dans le dur en permanence. Mais voilà, pour autant, encore une fois, cette concentration doit être la principale des préoccupations. Alors, je suppose qu'il y a sûrement eu parfois des moments de doute en cours de route, alors que vous êtes peut-être un peu perdu ou vous étiez au bout du rouleau, si vous me passez l'expression. Mhm. Euh, Est-ce que ça, oui, ça vous est déjà arrivé? Et dans ces cas-là, comment vous vous remobilisez? Alors, ça m'est arrivé au Kirghizistan, j'ai eu un passage à vide qui a été assez pénible. En fait, le Kirghizistan, pour résumer un peu un peu le projet, je voulais faire une itinérance qui m'emmenait de plus en plus haut en altitude, c'est-à-dire que je suis monté jusqu'à quasiment 5000 mètres. Bon, moi j'habite au niveau de la mer, donc ça veut dire que j'ai un devoir, une obligation de m'acclimater un minimum. Donc c'est ce que j'avais fait dans une vallée pendant plusieurs jours pour m'acclimater un peu, puis ensuite je suis parti de mon nid, voilà, et j'ai décidé de traverser différentes vallées et puis de continuer mon itinéraire. Bon. Et durant cette traversée, il y a une journée qui était importante, puisque bon, en termes de chargement, j'avais donc mon vélo de 15 kilos, plus à peu près, en tout et pour tout, 13 kilos de bagages, quoi. Avec mon sac à dos, matériel photo, vidéo, un sac de couchage, de l'eau, un peu de bouffe, mais très peu, du rechange, enfin voilà, tout ce qu'on a pour 15 jours, quoi. Voilà, donc c'est pas beaucoup, hein, voilà, ce poids-là. Et donc j'avais 27-28 kilos sur le dos, donc c'était assez important et j'ai beaucoup porté. Et dans l'ascension d'un deuxième col, je sais pas, j'ai été terrassé par un mal, donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai été énormément fatigué. Voilà. Je n'ai pas eu de symptômes particuliers, mais j'étais vraiment au bout du rouleau. Et au début, alors, je comptais tous les 100 pas avant de m'arrêter, puis après, c'était tous les 50, tous les 20, et puis c'est fini par tous les 10 pas. Alors, tous les 10 pas, ça fait pas beaucoup. On n'avance pas beaucoup de Ouais, 10 ça pas en doit 10 même pas. commencer à faire peur quelque part parce que là, Ah bah, sans non plus être dans la politique du chiffre au niveau performance, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est que là, de 100 pas à 50 à 10, on se rend bien compte que c'est le déclin, là. on n'avance plus. Ah, j'avançais plus, et en fait, alors, honnêtement, j'ai eu, surtout, enfin, surtout ce qui m'a inquiété, c'est pour la suite, me disant, mais non, tu peux pas, enfin, si t'es comme ça maintenant, comment tu vas être après? Et puis, ce que j'ai fait ensuite, c'est qu'en fait, je m'arrêtais sur le sentier et je m'allongeais par terre, quoi.
Des fois c'était 5 minutes, des fois c'était un quart d'heure, 20 minutes. Alors, au début, je me reposais, après j'ai même somnolé et dormi, voilà, et je repartais. Et en fait, j'ai mis 3 heures pour faire 300 mètres de dénivelé, donc on peut imaginer Wow. le rythme qui est très très faible. Mm. Il y a même une fois, en fait, je me suis enroulé, j'avais un poncho, je me suis enroulé dedans et voilà, j'ai encore dormi, enfin, j'en pouvais plus. Puis je voyais ce col qui n'arrivait pas. Et puis, bon, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, bah, de proche en proche, on y va, hein. Bah, 10 pas, c'est 10 pas, c'est toujours 10 pas plus proche du col que ce que tu pouvais avoir 10 pas avant. Donc en fait, cette notion de proche en proche, c'est ça qui m'a réellement guidé. C'est-à-dire que j'ai pas levé la tête, je suis ben, voilà, je monte tout doucement. Et puis je suis arrivé à ce col, mais je m'étais dit de toute façon, au pire, je dors là. Voilà. Bon, j'ai pas de matelas, j'ai rien, mais bon, j'avais un duvet, je pouvais m'enrouler dans mon poncho. Je dis, bon, écoute, au pire, tu dors là, tu manges les 3 morceaux de biscuits que tu avais dans ton sac, et puis tu verras demain. J'étais quand même à 3300 mètres d'altitude, hein, donc il n'y avait rien, hein. Mais bon, j'ai pas eu besoin. Bon, en plus, il y avait de l'orage qui arrivait, donc j'avoue que ça m'a quand même un peu mobilisé pour me bouger les fesses, comme on dit. Et puis après, ça a été mieux dans la descente. Alors justement, dans la descente, c'était intéressant. J'ai récupéré de l'énergie et je pense que ça a été justement la poussée d'adrénaline. Le fait de pouvoir descendre un truc super intéressant, super sympa, bah, ça m'a donné des hormones. Et donc honnêtement, je suis arrivé en bas, bah, j'étais frais quoi. Voilà, donc j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais voilà comment j'ai pu gérer quoi. Ouais, l'enseignement, là, c'est que, en, en fin de compte, on a des objectifs dans la vie. On a toujours des phases où on va mieux y arriver que C'est ça. d'autres. Et c'est vrai que les phases sur lesquelles on est vraiment en difficulté, c'est là où majoritairement on va abandonner ou en tout cas suspendre le projet et finalement passer Mhm. de tout à rien quand on va pas forcément adapter l'effort et également avoir l'humilité de se dire que ben effectivement on va vraiment avancer à petits pas, mais on va toujours continuer à avancer et s'adapter. Mais complètement, et puis, bon, moi, de toute façon, je donne un exemple. En fait, ce qu'il faut, c'est ne jamais rentrer en mode panique. Bon, c'est facile à dire, hein, mais ça, c'est le point important. C'est-à-dire qu'en fait, la panique n'amène à rien. Hmm. Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de raisonner, de rationaliser. Donc là, c'est vrai que ce jour-là, en pleine fatigue comme ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bah écoute, t'as un duvet, t'as un poncho, il te reste 3 biscuits dans ton sac à dos, t'as de l'eau. Bon, bah ça va, tu peux dormir là. Bon, Oui, tu vas te finalement, cailler, on est fatigué, on se repose. bah, C'est point. c'est plutôt logique Bon, finalement. voilà, j'avais trois quatre cachets de bas, je me suis dit, bon, au pire, je prends quelque chose. Bon, voilà, j'étais pas, on va dire, à l'article de la mort. Donc je me suis dit, bon, bah à ce moment-là, je fais comme ça, et puis on verra demain. Bon. Donc déjà, le fait de ne pas paniquer, ça permet de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Bon, ça c'est le premier point. Et deuxième point en termes d'adaptation, c'est ce que vous disiez juste avant. En fait, le corps humain et le cerveau voilà, s'adaptent très vite aux situations, dans la mesure où on reste ouvert. Je vous donne un exemple, je reviens sur le Kazakhstan, hein, sur mon trip dont je viens de rentrer là. Je me suis retrouvé tout bête. Bon, je vous passe les détails, mais j'ai mon premier vol qui a été annulé, donc j'ai dû partir en précipitation. Enfin, ça a été très compliqué pour moi et j'ai pas pu préparer mes affaires comme je le voulais. Et en fait, il y a un truc que j'ai oublié concrètement, parce que justement, moi, je fais pas de longues distances, de longues aventures comme ça, sur le vélo, aussi longtemps, on va dire, sur la selle et sur des endroits relativement plats. C'est qu'en fait, quand vous n'avez rien, imaginez le désert, vous n'avez pas un arbre, pas un rocher, pas rien du tout, pas une maison. Votre vélo, quand il est chargé avec toutes ces sacoches, quand vous devez faire autre chose que de faire du vélo, vous en faites quoi? Bah, vous le posez où quoi? Bah, en fait, il vous faut une béquille, et j'avais pas de béquille. Et en fait, au début, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je voulais faire des photos, j'avais un trépied, donc je me prenais moi-même en photo. J'avais un drone, j'allais faire des images. Et en fait, moi, j'ai l'habitude de poser mon vélo, de paramétrer mon drone, de le faire voler, de remonter sur mon vélo, de faire mes images, enfin, bref. Et là, je me suis dit, comment je fais? Je ne peux pas poser le vélo. Si je le pose, je vais endommager mes bagages et mon matériel qu'il y a dedans, je ne peux pas le poser. Et en fait, le premier jour, ça a été assez stressant. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je ne vais pas arriver à faire ça. Puis je me suis dit, mais attends, t'affole pas, tu vas forcément trouver une solution. Et en fait, dès le lendemain, je me suis dit, bah écoute, tu vas apprendre à tout faire avec le vélo entre les jambes. Et j'ai appris à tout faire avec un vélo entre les jambes.
poser un trépied, poser un appareil photo, faire la mise au point, régler, passer devant, revenir, faire de la photo, de la vidéo, mettre en route un drone, le récupérer, enfin voilà, c'est tout un... Et en fait, on s'adapte. Voilà. Donc il faut ne pas paniquer et laisser faire les choses, et au final, il y a toujours une solution qui se met en place, quoi. Voilà. Oui, c'est ça, garder la tête froide et même si ce sera pas parfait, là par exemple, le paramétrage de votre drone, vous le faites sûrement plus lentement avec le vélo entre les jambes, C'est ça. mais vous y arrivez et vous Alors, économisez vos bagages, enfin vous les abîmez pas, quoi. c'est ça. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est que donc au début, en effet, on est plus lent, après, on est de plus en plus rapide, et à la fin, donc on va dire, je sais pas, le dernier jour, quand j'avais la possibilité de le poser, le vélo, bah, je le posais plus en fait. Parce qu'en fait, je trouvais Conditionné. ça, bah oui, je trouvais ça pénible, quoi. Pourquoi poser le vélo? J'ai pas besoin. C'est perdre du temps, c'est le poser là-bas, c'est revenir à pied. Non, je suis plus rapide en faisant tout avec le vélo entre les jambes. Voilà. À quand le sommeil sur le vélo, quoi? J'ai essayé au Kazakhstan, mais j'ai pas réussi. Ah ouais? Non, non, j'ai vraiment essayé, hein. Ah Mais c'est ouais? dangereux, hein, c'est une connerie, hein. Mais j'étais tellement crevé par moments que j'essayais en fait sur des portions, on va dire, assez plates, notamment sur de la route, d'essayer de me reposer, mais bon, on peut pas, quoi. C'est impossible. Hmm. Oui, oui, et surtout, dès que vous endormez, vous devez avoir cette sensation de perdre de l'équilibre. Non, non, mais non, 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 mais j'ai vraiment essayé de le pousser, mais je pense que c'était une belle ânerie, quoi. Si je m'étais endormi sur mon vélo, je serais par terre en Ouais. 3 secondes, quoi. Hmm. Donc, voilà. Vous parliez des rencontres tout à l'heure. Comment vous faites confiance sans non plus être trop insouciant par rapport aux personnes que vous rencontrez? C'est le feeling. Le feeling, le regard, les échanges. En fait, je sais pas, j'ai fait aucune étude hein, sur le comportement. Hein. Je suis pas comportementaliste, pardon, mais on apprend et on sait détecter. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, donc je touche du bois, mais mon intuition pour l'instant est toujours bonne. Mais on sait détecter les comportements ou les regards ou les gestes des gens qui font que bah, on peut faire confiance ou on ne peut pas faire confiance. Oui, Ou c'est il un peu faut rester sur ses universel gardes. ces signaux quelque part. Ouais, complètement. Et ça, alors au Kyrgyzstan, j'ai eu que des gens très ouverts, très avenants. Enfin, vous voyez, les gens, enfin, vous savez, ça transpire, hein. Je veux dire, puis vous êtes en pleine montagne. Je veux dire, déjà, c'est quand même plus compliqué de tomber sur des gens un peu louches en montagne plutôt que dans les villes, hein. C'est plutôt dans les villes qu'il y a des gens des fois un peu bizarres, mais c'est normal. Ça, c'est l'effet de masse, l'effet de nombre, hein. Ça, c'est de la statistique. Mais en montagne, du coup, c'est des gens qui vivent de pas grand-chose, voilà, ils sont plutôt curieux, et bon, j'ai jamais eu de soucis. Par contre, au Kazakhstan, il m'est arrivé une fois dans le désert de trouver une maison, enfin, c'était plutôt une ferme chamelière, en fait, avec des chameaux, un élevage de chameaux. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de m'incruster pour faire une visite de la ferme, quoi. Ben, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas moyen, quoi. Ah Voilà. Le oui? gars est sorti, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux quoi? Machin. Bon, alors, moi, je parle quelques mots de russe, donc bon, voilà. Mais j'essaie quand même, je force un peu, je vois que c'est assez bloqué. Et puis au bout d'un moment, il me demande où est-ce que je vais. Alors je lui dis le nom du prochain village, et là, il me fait signe de la main, c'est par là-bas. Donc vous comprenez bien que ben, vous n'avez rien à faire là et qu'il est temps de partir, quoi. Voilà. Il ne s'est Hmm. rien passé. Mais Oui. peut-être qu'en insistant, il aurait peut-être pu se passer quelque chose. Voilà, donc je suis parti, et puis voilà, voilà, c'est quelqu'un qui était méfiant, qui n'était pas agressif, hein, mais qui était méfiant, qui n'a peut-être pas forcément envie d'échanger, comme on peut trouver des gens qui n'ont pas envie d'échanger en France, en Italie, aux États-Unis, peu importe. Mais voilà. Donc c'est un peu ce côté, ce langage universel qu'il faut arriver à détecter. Voilà, faire attention quand même, c'est pas parce qu'on est touriste étranger comme ça qu'on arrive et qu'on s'imagine que tout le monde va nous ouvrir la porte. Non, voilà, il y a des codes, il faut savoir être patient et détecter tout ça. Oui, ça m'intéresse. Comment, en plus dans ces contrées reculées et finalement qui sont moins en prise avec la mondialisation des rencontres, hein, Mhm. comment vous vous faites accepter, comprendre, on parlait de l'universalité des gestes, mais est-ce que vous avez des conseils ou des retours d'expérience par rapport à ça? Alors, ce qui est certain, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est apprendre quelques mots du pays. Alors, moi, j'avais appris quelques mots de russe pour le Kyrgyzstan. Ensuite, on m'avait donné une liste de quelques mots de kirghize. Bon, hein, il suffit de pas dire grand-chose, mais bon, voilà, il suffit d'avoir 4, 5, 6 mots. En fait, déjà, ça détend énormément l'atmosphère. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui arrive, que vous croisez dans la rue, qui est étranger.
Il vous dit deux mots de français, ça vous fait sourire. Tout de suite, pour Oui, vous, avec vous un dites, bah, accent ça, souvent coupé voilà, au couteau, là, ouais. voilà. Bon, bah, vous vous dites, le gars, il est pas d'ici, il fait la démarche d'apprendre deux mots, enfin, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, forcément, déjà, ça, c'est un élément important. Et après, bah, il faut être patient. C'est-à-dire que la rencontre, c'est un peu comme la rencontre aussi avec la rencontre photographique, par exemple avec un animal, il faut être patient, il y a des codes, il ne faut pas être trop pressé, pas être trop pressant. Voilà, moi, il m'est arrivé des fois d'attendre une demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'il se passe quelque chose. Alors vous êtes claqué, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous poser, mais non, bah, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Et puis c'est le côté respect, parce que ça va avec aussi cette patience, mais le côté respect de l'ordre établi, des cultures, des traditions. Vous pouvez faire des erreurs, voilà, les gens vous les pardonneront, mais bon, voilà, moins vous en ferez, mieux ça vaudra. Mais si vous le faites une fois, ne les refaites pas deux fois. Et voilà. Mais regardez, puis regardez aussi comment font les gens, voilà, comment procèdent les gens. Je donne un exemple, au Kazakhstan, j'étais en plein Ramadan. Moi je fais 80 à 130 bandes par jour, il est hors de question que je ne boive pas et que je ne mange pas. La journée, j'entends. Et donc je m'étais renseigné, on m'avait dit que bon, finalement, c'était pas si, on va dire, c'était pas si appliqué. Beaucoup de gens le faisaient pas, donc on va dire que c'était pas, j'aurais pas été ennuyé. Mais je me rappelle avoir été hébergé dans une maison où la personne était très très croyante, donc elle faisait le Ramadan. Et je lui ai demandé si je pouvais manger quelque chose de mon côté avant le coucher du soleil, quoi. Parce que bah, j'étais mort de faim et mort de soif, quoi. Voilà, il m'accueillait et il m'a dit, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis dans un coin de la pièce, pour pas qu'il me voie, j'ai mangé trois quatre trucs, histoire de me caler, quoi, pendant le repas du soir. Mais voilà, sur des choses, bah, vous demandez, vous posez la question, on vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit non, on vous dit non, point, voilà. Oui, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous lui avez demandé et vous avez aussi respecté, lui, sa façon de faire et son état. Il devait sûrement avoir faim et soif C'est ça. aussi, et vous êtes mis dans un coin, enfin, faire preuve quelque part de bon sens, considérer l'autre aussi, quoi. Bah, en fait, c'est toujours pareil. En effet, c'est du bon sens. Mais ce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que notre façon de faire, française ou occidentale, pas occidentale encore que des fois, dans notre pays, il suffit d'aller voir en Italie ou en Espagne, les choses elles changent, hein. Mais on va dire, ne serait-ce que notre façon de faire française, bah, c'est pas la même dans tous les pays du monde. Donc voilà, il faut garder ça à l'esprit. En effet, ce bon sens, c'est ce qui doit guider l'aventurier ou l'explorateur ou même le touriste, parce que quelque part, le tourisme peut faire aussi énormément de mal dans une région de par son comportement inadapté. Ah oui, j'en suis convaincu. Et il y a nombre de régions dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est, Mm. où les gens à la base étaient très accueillants et au final, maintenant, ne sont plus du tout accueillants ou méfiants, en tout cas, C'est à ça. l'égard des touristes, parce que les comportements étaient pas dignes de l'accueil que eux faisaient. Et c'est vrai que on a un peu tendance, je trouve, en voyage en tant qu'occidentaux. Vous savez, c'est un peu le mythe du bon sauvage, le côté, bon ben, un sourire, un bonjour et toutes les portes vont m'être ouvertes. Mais il faut garder en tête que nous, à Paris, un touriste kirghize qui sonne chez nous, bah, ils vont pas forcément lui ouvrir la porte, quoi. Et Non. finalement, souvent, les gens sont hyper accueillants par rapport à ce que nous, on ferait nous-mêmes, et alors qu'on se considère parfois peut-être un peu plus civilisé, ou voilà, quoi. Ah bah ça c'est pour moi c'est peut-être le gros problème qu'on peut avoir dans notre pays ou dans nos pays, hein, pour généraliser un peu le côté occidental, c'est qu'on a l'impression en effet, bon c'est pas qu'une impression, on a quand même des systèmes qui sont développés, etc. Mais on est trop souvent dans une attitude de donneur de leçons et une attitude, on va dire, de dominant et de quelqu'un qui maîtrise et qui a la connaissance. Et quand on arrive avec ces a priori dans ces pays-là, on se trompe tout de suite. Parce que les gens qu'on rencontre ont un grand sens, une grande intelligence, un sens de la terre, de la montagne, de la vie, de la culture, et que ils ont aussi beaucoup de choses à nous apprendre, et que très sincèrement, moi j'ai pas peur de dire que quand je sais pas, je prends l'avion par exemple à Bishkek, capitale du Kirghizistan, et que j'atterris à Marseille, qui est l'aéroport le plus proche de chez moi,
Ah, quand je vois les comportements qu'il y a à Marseille, par exemple, en stationnement autour de l'aéroport, je me dis, je sais pas quelle est la civilisation la plus évoluée. Ouais, j'étais mieux au Kirghizistan. Ben, non, mais la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous voyez en France euh, et que vous ne voyez pas au Kirghizistan. Ah, Et je mais parle dans ça une grande m'étonne ville, pas du hein, coup. comparer grande ville à grande ville, hein, je compare pas, Bien sûr. on va dire, une grande ville avec une vallée où il n'y a pas de voiture. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui font énormément réfléchir sur notre situation, sur qui on est, voilà, sur tout ça, quoi. Donc là, de votre retour d'expérience, globalement, j'ai l'impression que le monde est quand même très accueillant en fin de compte. Alors c'est vrai que la réponse est oui, hein. La réponse est oui, et c'est bien souvent ce que je dis aussi à ma famille, notamment, là, je fais un petit coucou à ma mère qui des fois s'inquiète, parce que votre maman reste une maman, mais quand vous avez 45 ans, votre maman restera votre maman. Et Et j'espère qu'elle a juste pas trop écouté attentivement le passage du sommeil sur le vélo, mais sinon on est bon. non, mais ça, c'est pas très grave, si c'est sur une route, au pire, je tombais sur une route, c'était pas gênant. Mais qu'elle s'inquiète pas. Mais par contre, elle s'inquiète en effet en fonction des destinations que je peux lui présenter, parce que ce sont des pays qu'on connaît pas, ou des fois qu'on entend parler, pas forcément toujours, on va dire, en bien. Mais moi, c'est une impression encore, hein, je ne peux pas m'assurer, mais moi j'ai l'impression que 99% de la population sur Terre est une population, on va dire, qui ne cherche pas les problèmes, qui est plutôt bienveillante, qui est accueillante, ou qui au pire vous ignore. D'accord? Si elle vous accueille pas, mais au moins elle vous ignore. Et donc vous pouvez faire votre vie. Et puis il y a 1% de teigneux, quoi. Voilà, de gens qui sont Hmm. guerriers, malveillants. Voilà. Alors maintenant, si vous tombez sur ces 1%-là, c'est évident qu'il peut se passer des choses négatives. Mais moi, j'ai des contacts fabuleux, par exemple en Iran, au Pakistan, voilà, dans des endroits où on imaginerait peu euh, se déplacer ou aller visiter, alors qu'en fait, je suis certain que bah, ça craint pas tant que ça. Voilà. Oui, et là, Voire ça craint pas. Voilà. c'est la beauté de votre démarche aussi, c'est que ça, vous outrepassez, on va dire, les préjugés. Alors certains qui sont peut-être fondés, hein, c'est des contrées que je connais pas. Mais en tout cas, vous expérimentez par vous-même, quoi. Et finalement, le son de cloche est tout autre. Si je vous dis par exemple que quand j'étais au Kyrgyzstan, mon chauffeur qui m'a pris en charge à l'aéroport, c'est un gars qui a l'habitude d'organiser des séjours pour des touristes. Enfin, voilà, enfin, déjà, les gens là-bas, dès qu'ils ont un peu entre guillemets un 4x4, tout de suite ils organisent des choses pour les touristes. Bon, c'est normal, puisque on va dire, le véhicule 4x4 est le véhicule le plus important sur place. Et on a parlé sur ce trajet de 4 heures, il m'a parlé de. Alors, ils sont à côté de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan, par exemple. Il m'a dit écoute, si tu reviens, Cédric, il faudrait te faire visiter ces régions, c'est magnifique, etc. Et je lui dis mais moi, je. Et on parle de l'Afghanistan. Et de lui-même, il me dit écoute, donc ça c'était en août dernier, il me dit bon, maintenant l'Afghanistan c'est compliqué hein, depuis le retour des talibans, mais jusqu'en juillet 2021, il y avait plein d'endroits qui étaient complètement visitables en Afghanistan. Ouais, c'est pas ce que j'aurais pensé. Bah voilà, mais moi non plus. Et moi non plus. Et bon, ce qui fait que bah, l'Afghanistan reste dans un coin de ma tête, jusqu'au jour où ça peut-être qu'on pourra retrouver des conditions Ouais, c'est euh, magnifique, hein, d'ailleurs, acceptables. Voilà, les images. exactement. Mais voilà, tout ça, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est qu'on a aussi des informations qui sont très généralistes, qui nous arrivent, qui sont très alarmistes aussi, et qui nous dissuadent de faire des choses, bon, aussi pour notre sécurité, hein, c'est pour notre bien, mais quelque part, elles sont trop généralistes pour être totalement vraies, quoi. Voilà. Typiquement, bon, l'Afghanistan, je pense que maintenant il ne faut pas y mettre les pieds, c'est certain, mais jusqu'en juillet dernier, jusqu'avant que les troupes américaines se retirent, ben, en fait, il y avait des endroits, je ne dis pas tout l'Afghanistan, hein, mais il y a des endroits qui étaient visitables, selon certaines conditions, etc. Bien entendu, on va pas en Afghanistan comme on va en Italie, mais bon, en tout cas, c'était loin de ce qu'on pouvait imaginer, nous, depuis la France, quoi. Oui, j'aime beaucoup vos chiffres, bon, à la louche tout à l'heure, mais 99% de gens bienveillants et 1% de personnes plus compliquées à gérer, on va dire, c'est que finalement, on a tous les mêmes préoccupations. Là aussi, c'est universel, la famille, la sécurité, hein.
un minimum de confort, la recherche d'amour, et sans faire de politique, hein. C'est vrai qu'aussi par rapport à tout ce qui est immigration, bon, qu'elle soit clandestine ou non, mais les réfugiés politiques, etc., ils peuvent être vus d'un mauvais œil, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que à la base, beaucoup d'entre eux quittent pas forcément de gaieté de cœur leur pays, leur référentiel, leur famille. Ils viennent pas forcément pour tout casser ou voler. Voilà, c'est que un homme et une femme restent un homme et restent une femme, quoi, quelle que soit leur culture et pas de raison d'aller chercher des noises à qui que ce soit à côté, en fait. Non, 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 mais en plus, je pense que l'homme n'est pas programmé, même si l'homme plus l'homme que la femme d'ailleurs, est assez guerrier. Bon, normal, c'est tribal, hein, ça c'est dans nos gènes, hein, mais bon, en même temps, avec l'évolution humaine, ce sont des choses qui se sont quand même bien lissées, bien tassées. Mais globalement, pour moi, à moins d'aller dans un pays qui est en guerre, mais ça c'est autre chose, hein. Si vous allez au Yémen, par exemple, bon, encore que, peut-être il y a peut-être des endroits qui sont encore fréquentables, je sais pas, c'est un exemple, je ne suis pas penché sur le Yémen, mais les pays, ou même des pays d'Afrique qui sont en guerre, où là, en effet, vous risquez de vous retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Mais globalement, sur des pays qui ne sont pas en guerre, je prends un pays comme l'Iran, par exemple, qui n'est pas un pays qui est en guerre, hein, bah, je suis certain que ce 99% et 1% fonctionne parfaitement, mais comme il fonctionne en France. Mhm. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Et bon, là, vous avez plus d'expérience que moi sur le sujet, mais évidemment qu'il y a des gens malveillants et un peu tordus, mais finalement, il faut pas oublier la majorité derrière. Complètement. Et du coup, par rapport à ces questions, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui aurait peur de voyager seul, justement, aujourd'hui? Alors, s'il a peur de voyager seul, faut pas qu'il voyage seul déjà. Parce qu'en fait, en fait, ça veut dire que voyager seul, il faut être prêt pour le faire. Ça veut dire que si cette personne a peur, c'est qu'elle n'est pas prête. Hmm. Ça, c'est vraiment un point important. On ne doit pas forcer les choses. Ça, c'est le voyage seul, c'est un voyage qui se prépare, c'est de l'expérience à acquérir. Donc voilà, moi, ça, c'est le premier conseil. Tu as peur, il faut que tu fasses autre chose. Hmm. Voilà. Oui, ça doit être une Et volonté à la base, quoi qu'il arrive. exactement, exactement. Et ensuite, ben, qu'ils prennent le temps de se connaître, de savoir ce qu'il a envie de faire, de qui il est, de ses compétences, parce que ça commence comme ça. Alors après, on peut très bien aussi avoir comment dirais-je, une méthode pour apprivoiser. Et je dirais tout simplement, cette personne a la peur. Bon, ben, c'est sûr qu'elle ne va pas aller au fin fond du Kirghizistan, mais elle peut déjà voyager seule en France. Typiquement, voilà, l'aventure, on peut la faire autour de la maison et avec ma femme, on avait décidé, on était donc dans la période de coronavirus avec cette limitation, je crois, de 10 km à la ronde, hein, c'était pas le kilomètre. Il y avait le couvre-feu à 19h et on s'est dit, bah, tiens, allons marcher autour de chez nous pendant 3 jours et on est parti. Alors on s'est mis dans la tente à partir de 19h pour respecter le couvre-feu, mais on était réellement pas chez nous. Mais on est parti dans ce rayon de 10 km, on a marché pendant 3 jours, on a fait de très belles découvertes de notre région, même si on la connaissait sous d'autres facettes. Mais voilà, en fait, l'aventure, elle peut se faire comme ça, à portée de soi. Et puis, on peut la faire aussi, donc, du coup, on peut démarrer ça tout seul, ce qui fait qu'on n'est pas très loin de la maison. S'il y a un souci, on peut appeler une tierce personne pour venir nous chercher. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rassurant. Et puis ensuite, eh ben, on prend nos aises, on prend nos habitudes pour aller un peu plus loin. Mais bon, en tout cas, j'ai pas commencé par voyager au Kirghizistan tout seul. Voilà, j'ai 45 ans, ça fait des années que je voyage et je n'ai jamais voyagé tout seul jusqu'en 2021. Donc tout ça pour dire que ben faut prendre le temps de faire les choses quoi. Ouais, encore cette démarche de proche en proche et C'est de ça, fonctionner en étapes, quoi. c'est ça, exactement. Écoutez, Cédric, c'était génial, vraiment superbe discussion. Je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être me parler de votre actualité ou de toute autre chose. On vous écoute. Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, de m'avoir donné ce temps de parole. Voilà, je suis très ravi d'avoir pu partager ce moment de discussion avec les découvreurs. Donc merci beaucoup.
Voilà, concrètement, en termes d'actualité, moi, je continue en fait à travailler sur la diffusion de mon documentaire Sarı donc qui est mon documentaire, mon aventure sur le Kirghizistan à VTT, qui est diffusé sur différentes dates au cinéma, qui est aussi retenu en festival, sur deux festivals, là, Retour du Monde dans le Champsaur et puis le festival de Chamonix au mois de juin. Voilà, donc je continue à travailler sur ces diffusions. Il y aura d'autres diffusions aussi en juin et puis en septembre. Et puis ensuite, l'été, il y aura une nouvelle aventure dans le nord de l'Inde, mais j'en dis pas plus. J'aime bien garder un peu secret les choses avant que. Voilà, je préfère encore y travailler un peu avant de dévoiler plus d'informations sur ce projet-là. Magnifique. Merci beaucoup, Cédric. Merci, à bientôt. À bientôt, les découvreurs.